Dans la chaleur sèche de l'après-midi, un homme riche au regard froid sort d'une voiture de luxe devant sa demeure. Dans ses bras, un nouveau-né enveloppé d'un fin tissu respire doucement et laborieusement. L'homme se dirige vers la cage du lion, au milieu des invités stupéfaits. Un cheval attaché à l'arrière, en sueur et nerveux, tire sur les rênes et observe la scène. Sans rien dire, l'homme soulève le bébé et le jette. Le bruit de ses coups contre les barreaux brise le silence. Le cheval se libère soudain et galope vers le danger. Mais ce qu'il fait défie tout ce que vous pensiez possible. Vous aimez les histoires avec des animaux? Alors abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Merci de votre fidélité. Revenons à notre histoire. Le soleil battait sans relâche sur les champs des Agotosi, où le domaine de la Corona se dressait majestueusement au milieu de la végétation semi-désertique. Don Ernesto Cardenas, propriétaire de la plus importante distillerie de la région, observait son domaine depuis la terrasse de sa demeure coloniale. Son visage, buriné par le soleil et les années, reflétait la dureté d'un homme habitué à voir ses décisions remises en question. Ce jour-là, pendant que les ouvriers s'affairaient à récolter l'agave, l'hacienda était en pleine effervescence avec les préparatifs du festival annuel célébrant l'anniversaire de la distillerie. « Miguel, dépêche-toi avec ces caisses », cria don Ernesto à l'un des ouvriers qui transportait des bouteilles de la précieuse tequila qui avait rendu la famille Cardenas célèbre pendant des générations. L'homme leva à peine les yeux, craignant de susciter la colère du patron, connu pour ses accès de rage. Au milieu du va-et-vient des ouvriers, un garçon d'environ 8 ans, maigre et à la peau bronzée, se glissa comme une ombre. Mateo Ramirez, fils de Soldad, l'une des cuisinières de l'hacienda, avait appris à se déplacer discrètement. Sa mère l'avait 1000 fois averti de ne pas s'approcher de la maison principale, mais la curiosité l'emporta sur la peur. De plus, il espérait aujourd'hui apercevoir Canlo, l'alezan qui broutait sur le terrain près du manoir. Canlo était un magnifique spécimen, avec sa robe couleur cannelle et sa crinière dorée qui brillait au soleil. L'animal avait appartenu au fils de don Ernesto, parti pour la capitale des années auparavant après une violente dispute avec son père. Dès lors, le cheval resta au ranch, tel un souvenir silencieux du fils absent. Personne, hormis le vieux palefrenier, ne s'en approchait. Personne, hormis Mateo, qui avait développé un lien étrange avec l'animal. Canlo, murmura le garçon en s'approchant du corral où le cheval paissait seul. L'animal leva la tête, ses oreilles se dirigèrent vers le garçon et il hennit doucement, comme pour le reconnaître. Mateo se glissa entre les barreaux de bois et s'approcha prudemment. Malgré la taille imposante de l'animal, il n'avait pas peur. Il tendit sa petite main calleuse et lui offrit un morceau de carotte qu'il avait conservé du déjeuner. « On dit que personne ne peut te monter, mais je sais que tu n'es pas si mal, » murmura-t-il en caressant le museau de l'animal. « Tu es juste triste, comme moi quand papa est parti. » Le cheval renifla doucement, comme s'il comprenait les paroles du garçon. Le lien entre eux était palpable, un lien invisible forgé dans leur solitude partagée. Tandis que Mateo caressait le cou de l'animal, il ne remarqua pas que quelqu'un observait la scène de loin. Don Ernesto, un verre de tequila à la main, fixait le garçon d'un air renfrogné. Il y avait quelque chose dans cette image qui réveillait des souvenirs enfouis, des souvenirs de son propre fils, lorsqu'il avait cet âge et qu'il passait des heures avec ce même cheval. Une pointe de remords lui traversa la poitrine, mais il la réprima rapidement en buvant une gorgée d'alcool. « Toi, mon garçon, » tonna sa voix, faisant sursauter Mateo. « Qu'est-ce que tu fais avec mon cheval ?» Le garçon se figea tandis que Canlo s'agitait nerveusement, sentant la tension dans l'air. Don Ernesto s'approcha d'un pas ferme, sa silhouette projetant une ombre menaçante sur le petit garçon. « Je le nourrissais juste, monsieur, » balbutia Mateo, reculant instinctivement. « Qui t'a donné la permission d'entrer dans ma propriété, hein ?» La voix de don Ernesto semblait de plus en plus proche. « À qui es-tu ?»« Le fils de Soldad Ramirez, monsieur. »« Il travaille à la cuisine, » répondit le garçon, sentant ses jambes trembler. Le visage du propriétaire terrien se tordit en un ricanement de mépris. « Ah, la cuisinière !
Tu devrais aider ta mère au lieu de traîner sur mon terrain et de toucher à des choses qui ne t'appartiennent pas. Cannelot renifla bruyamment, secouant la tête de gauche à droite, comme pour s'interposer entre l'homme et le garçon. Don Ernesto le regarda avec irritation. Cet animal vaut plus que toi et ta famille réunis, tu comprends? Si quelque chose lui arrive à cause de toi. La menace planait dans l'air. Matteo hochait la tête à plusieurs reprises, les yeux remplis de larmes retenues. Il savait ce que cela signifiait d'attirer la colère du patron. Il avait vu des ouvriers licenciés pour moins que cela, des familles entières contraintes d'abandonner la protection de l'hacienda pour affronter un avenir incertain. Désolé, monsieur. Cela n'arrivera plus, murmura-t-il en reculant vers la sortie du corral. Mais quelque chose dans le regard effrayé du garçon arrêta don Ernesto. L'espace d'un instant, il crut voir le visage de son propre fils se refléter dans ses yeux sombres. Un souvenir lui traversa l'esprit, son fils, au même âge, pleurant après une réprimande similaire, son expression blessée, son air déçu, et puis, des années plus tard, son départ définitif. Ces paroles blessantes qu'il ne pourrait jamais effacer. Le propriétaire secoua la tête, essayant de dissiper ses pensées. « Ne me laisse plus te revoir ici, dit-il finalement, d'un ton légèrement plus doux. Et dis à ta mère de t'occuper. Il y a trop de travail au domaine pour que les enfants perdent leur temps. » Matteo hocha de nouveau la tête et courut vers les cuisines. Don Ernesto fixait le cheval, qui était toujours agité, ses yeux sombres fixés sur l'homme comme s'il le jugeait en silence. « Pourquoi me regardes-tu comme ça » murmura-t-il à l'animal. « Tu n'as pas oublié non plus, n'est-ce pas ?» Le cheval s'ébroua et frappa le sol d'un de ses sabots. Don Ernesto fit demi-tour et retourna à la Casa Grande, où les préparatifs de la fête battaient leur plein. Dans quelques heures, l'hacienda serait remplie d'invités de marque, hommes politiques, hommes d'affaires et personnalités influentes venus célébrer le succès de la Tequila Cardenas. Une célébration qui, comme chaque année, allait nourrir son ego et réaffirmer son pouvoir dans la région. Pendant ce temps, en cuisine, Soldad Ramirez travaillait sans relâche à préparer les plats qui seraient servis le soir même. À 35 ans, les rides prématurées sur son visage trahissaient une vie de dur labeur et d'inquiétude constante. Quand elle vit Matteo entrer en courant, le visage pâle et les yeux effrayés, elle sut immédiatement que quelque chose s'était passé. « Que as-tu fait maintenant, Matteo » demanda-t-elle en s'essuyant les mains sur son tablier. « Rien, maman » répondit le garçon en évitant son regard. « Je regardais juste les chevaux. » Soldad soupira profondément. « Je t'ai dit 1000 fois de ne pas t'approcher de la grande maison. Si le patron te voit. » « Il m'a vu » avoua doucement Matteo. « J'étais avec Cannelot et... »« Sainte Vierge » s'exclama la femme en portant les mains à son visage. « Vous a-t-il dit quelque chose? Est-il en colère? » « Il m'a grondé, mais ensuite, je ne sais pas, il s'est un peu calmé. Il m'a dit de m'occuper. » Soldad regarda nerveusement autour d'elle. La cuisine grouillait d'activité, plusieurs femmes préparant différents plats pour le banquet. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail. Depuis que le père de Matteo les avait abandonnés pour partir aux États-Unis, elle subvenait seule aux besoins du garçon et de sa grand-mère malade. L'hacienda leur fournissait un toit et de la nourriture, en plus du salaire qui, bien que maigre, leur permettait de survivre. « Viens ici » dit-il en conduisant Matteo dans un coin isolé. « Écoute bien, don Ernesto n'est pas patient. S'il se met vraiment en colère, il pourrait nous expulser de l'hacienda. Tu comprends ce que cela signifierait pour nous, pour ta grand-mère » Le garçon hocha la tête. Il connaissait bien la situation précaire dans laquelle il vivait. Sa grand-mère avait besoin de médicaments coûteux, et le toit de leur petite maison sur le terrain des ouvriers fuyait quand il pleuvait. Sans le travail de sa mère, il serait perdu. « Je suis désolé, maman » murmura-t-elle. Cannelot est si seul, comme si personne ne l'aimait. Le visage de Soldad s'adoucit. Elle connaissait bien la sensibilité de son fils, sa capacité à ressentir la douleur des autres, même celle des animaux. C'était ce qu'elle aimait le plus chez lui, mais aussi ce qui l'inquiétait le plus.
Dans un monde comme celui où il devait vivre, les personnes sensibles souffraient davantage. Les animaux comme Cannelot, c'est pour les patrons, fiston, expliqua-t-il doucement. On doit faire avec ce qu'on a. C'est la vie. Mais dans les yeux de Matteo brillait une obstination qu'elle connaissait bien. Cannelot me reconnaît, maman. Il aime quand je le caresse. Je crois qu'il est triste parce que le fils du patron lui manque. Soldad frissonna légèrement. Le sujet du fils de Don Ernesto était tabou à l'hacienda. Personne ne mentionnait Ricardo Cardenas, parti 5 ans plus tôt après une violente dispute avec son père. La rumeur courait que le jeune homme avait renoncé à son héritage, incapable d'accepter la façon dont son père traitait les ouvriers et gérait elle. Occupé, le patron n'aura aucune raison de se plaindre. Le garçon obéit, même si son esprit restait concentré dans l'enclos avec Cannelot. Tandis qu'il épluchait machinalement les pommes de terre, il repensa au regard triste de l'animal, au lien qu'il avait ressenti avec lui, et aussi à l'étrange réaction de Don Ernesto, à cet instant de doute qu'il avait lu dans son regard. Ce que Matteo ignorait, c'est qu'à cet instant précis, Don Ernesto était dans son bureau, regardant une vieille photo, habituellement rangée dans un tiroir. On y voyait un garçon de son âge sourire à côté d'un poulain-bai, Cannelot, bien plus jeune. Derrière eux, un Don Ernesto plus jeune fixait fièrement l'objectif. Le propriétaire passa un doigt sur l'image, s'attardant sur le visage souriant de son fils. Quand l'avait-il vu sourire ainsi pour la dernière fois à Mindon? Quand tout s'était-il effondré entre eux? Ces questions le tourmentaient, surtout ces soirs-là, où la solitude se faisait plus palpable malgré le luxe. Monsieur. La voix de son majordome le sortit de ses pensées. Les premiers invités arrivent. Don Ernesto rangea rapidement la photo et se leva, ajustant sa veste. Il était temps de jouer son rôle, celui du puissant propriétaire terrien dont la vie était source d'envie. Personne ne devait voir les fissures dans cette façade soigneusement construite. Personne ne devait savoir qu'au fond, il enviait la simple connexion qu'il avait observée entre un pauvre garçon et un cheval. La fête commençait, et avec elle, une chaîne d'événements qui allait changer la vie à Hacienda La Corona pour toujours. La nuit était tombée sur l'hacienda, et des lumières brillaient comme des étoiles à chaque fenêtre de la grande demeure. Des voitures de luxe étaient alignées devant l'entrée principale, où hommes en costumes impeccables et femmes en robes élégantes descendaient pour être accueillis par le personnel en uniforme. La musique d'un quatuor à cordes flottait dans l'air, mêlée au murmure des conversations et aux rires polis. Au cœur de toute cette splendeur, Don Ernesto Cardenas avançait avec l'assurance de quelqu'un qui se sait puissant, serrant des mains, acceptant les félicitations et trinquant avec sa tequila primée internationalement. Son sourire expert ne trahissait en rien l'instant de faiblesse qu'il avait éprouvé quelques heures plus tôt, devant la photo de son fils. Don Ernesto, quelle magnifique fête, s'exclama le maire de San Luis Potosí, un homme rondouillard à la moustache soigneusement taillée. Comme toujours, vous savez impressionner vos invités. C'est le moins que je puisse faire pour ceux qui ont soutenu la croissance de Tequila Cardenas, a répondu le propriétaire en levant son verre pour un toast discret. Cette année, nous avons dépassé toutes nos attentes en matière d'exportation. Tandis que les hommes importants discutaient affaires et politique, les femmes admiraient le décor et commentaient les absents. Personne ne semblait remarquer le personnel qui se glissait comme une ombre parmi les invités, servant boissons et canapés d'une main experte et d'un visage soigneusement impassible. Dans les cuisines, l'ambiance était complètement différente. La chaleur des fourneaux faisait suer les cuisiniers, qui travaillaient à un rythme effréné pour assurer un flux constant de nourriture. Soldad coordonnait la préparation des plats principaux, sa voix ferme mais bienveillante dirigeant les jeunes femmes. Matteo s'était endormi dans un coin, sur des sacs de farine. Après avoir aidé pendant des heures, la fatigue avait gagné le petit garçon. Soldad l'observait du coin de l'œil tandis qu'il travaillait, le cœur partagé entre l'inquiétude liée à l'incident avec Don Ernesto et la fierté d'avoir un fils si travailleur et si sensible. Soldad, il nous faut d'autres plateaux de canapé, annonça l'une des servantes en se précipitant dans la cuisine. Et Don Ernesto s'enquiert du plat spécial que vous avez commandé pour le gouverneur. La femme hocha la tête, essuyant la sueur de son front avec le dos de sa main. C'est presque prêt,
dis-lui qu'il l'aura dans 5 minutes. » Tandis que les femmes s'affairaient dans la cuisine, le ciel commença à se couvrir de nuages noirs. C'était inhabituel à cette époque de l'année, où les précipitations étaient rares dans la région. Le vent se mit à souffler fort, faisant crépiter les branches des vieux mesquites qui entouraient l'hacienda. Dans son corral, Canlo était agité. Le cheval tournait en rond, reniflant et secouant nerveusement les oreilles. Les animaux perçoivent toujours les changements de temps avant les humains, et quelque chose dans l'air indiquait que ce ne serait pas une tempête ordinaire. À l'intérieur du manoir, la fête continua, indifférente aux présages de la nature. Don Ernesto avait conduit ses invités les plus importants dans la salle principale, où une exposition spéciale les attendait. Sur une table en acajou sculptée à la main, protégée par des vitrines, se trouvaient quelques-unes des bouteilles les plus anciennes et les plus précieuses de la collection Cardenas. Celle-ci, dit-il en désignant une bouteille à la forme unique, a été créée par mon grand-père il y a 100 ans. Il n'en reste que 3 au monde, et toutes 3 sont ici, à la Corona. Sa valeur est inestimable. Les invités exprimèrent une admiration légitime, même si peu apprécièrent véritablement la valeur historique de ce qu'ils voyaient. Pour la plupart, ce n'était qu'un nouvel exemple de la richesse de leur hôte, une raison supplémentaire de cultiver son amitié et ses faveurs. Don Ernesto observait leur réaction avec un mélange de satisfaction et de mépris. Il savait que beaucoup de ceux qui étaient présents le flattaient par intérêt personnel, qu'ils diraient du mal de lui dès qu'il se retournerait, mais c'était le jeu du pouvoir, et il le jouait mieux que quiconque. Du moins, c'est ce qu'il pensait. « Et votre fils, Don Ernesto ?» demanda soudain une femme d'âge mûr, épouse d'un commerçant local. « Est-il toujours dans la capitale ? Cela fait si longtemps que nous n'avons plus eu de nouvelles de Ricardo. » Un silence gêné s'abattit sur le groupe. Chacun savait que mentionner le fils du propriétaire terrien touchait une corde sensible. Don Ernesto se tendit visiblement, et son sourire se figea en une grimace. « Mon fils est occupé avec ses propres affaires, » répondit-il sèchement. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois vérifier que tout est en ordre pour le dîner. » Il s'éloigna d'un pas raide, laissant derrière lui murmures et regards obliques. Son majordome, qui le connaissait depuis des décennies, reconnut les signes de sa colère contenue et ordonna discrètement à l'un des domestiques de lui préparer un autre verre. Don Ernesto se retira momentanément dans son bureau, respirant profondément pour contenir sa colère. L'évocation de Ricardo avait ravivé tous les souvenirs qu'il avait tenté de refouler, la dernière dispute, les accusations, les douloureuses vérités que son fils lui avait jetées au visage avant de partir, jurant de ne jamais revenir. « Monsieur !» La voix du majordome interrompit ses pensées. La tempête s'intensifie. Certains clients s'inquiètent pour leur retour. Le propriétaire fronça les sourcils et s'approcha de la fenêtre. Effectivement, le vent s'était considérablement levé et les premières gouttes de pluie battaient violemment la vitre. Au loin, un éclair illumina brièvement le ciel. « Ne vous inquiétez pas, » répondit-il fermement. Tout le monde sait qu'il y a suffisamment de chambres à la Corona pour ceux qui souhaitent rester, et les autres ont des chauffeurs capables de gérer toutes les conditions. La fête aura lieu comme prévu. Le majordome hocha la tête et se retira discrètement, même si son visage trahissait une certaine inquiétude. Il connaissait bien les caprices du temps dans cette région, où des orages soudains pouvaient se transformer en véritables catastrophes. Pendant ce temps, dans les cuisines, Soldad et les autres femmes écoutaient avec anxiété le hurlement du vent. Une des fenêtres s'ouvrit brusquement, laissant entrer un courant d'air froid et quelques gouttes de pluie. 2 femmes coururent la fermer, luttant contre la force du vent. « Je n'aime pas ça du tout », murmura Doña Carmen, la cuisinière la plus âgée. « Ça sent la grosse tempête, comme celle de 1998. » Soldad hocha la tête, se souvenant de la tempête qui avait provoqué des inondations et détruit une partie des logements des ouvriers. Elle regarda Matteo, qui dormait encore, agité, comme s'il sentait la tension dans l'air. « Il faut prévenir ceux qui vivent dans les maisons au bord du ruisseau, » suggéra-t-il à voix basse. « S'il pleut fort, l'eau pourrait monter rapidement. » Doña Carmen secoua la tête. « On ne peut pas quitter la cuisine maintenant. »
Don Ernesto serait furieux. Tu sais comment il est quand quelque chose interrompt ses festivités. C'était vrai. Le propriétaire était connu pour son inflexibilité lors de ses réceptions. Interrompre la fête pour prévenir d'une possible inondation aurait été perçu comme une impertinence, voire un motif de licenciement. Soldad se mordit la lèvre, incertaine. Son inquiétude pour ses collègues était en conflit avec son besoin de conserver son emploi. De plus, peut-être que tout le monde exagérait, peut-être que la tempête passerait vite et qu'il n'y aurait pas de problème. Un coup de tonnerre particulièrement violent secoua l'hacienda, faisant trembler la porcelaine fine et surprenant tout le monde. Matteo se réveilla en sursaut, les yeux grands ouverts. « Maman » appela-t-il, désorienté. Soldad s'approcha rapidement de son fils, lui caressant les cheveux pour le rassurer. « Il pleut fort, mon amour, mais nous sommes en sécurité ici. » Le garçon regarda vers la fenêtre, où la pluie battait de plus en plus fort. « Et Canlo ? Va-t-il supporter cette tempête ? » Soldad soupira. Même à cet instant, le garçon pensait au cheval. « Ça ira, mon fils. Les animaux de Don Ernesto ont de bons abris. » Mais Matteo ne semblait pas convaincu. Il se souvenait du corral où il avait vu Canlo pour la dernière fois. Il y avait un petit abri, certes, mais il ne se souvenait pas d'avoir vu des murs pour le protéger du vent et de la pluie battante. « Puis-je aller voir si elle va bien » demanda-t-il en s'asseyant. « N'y pense même pas » s'exclama Soldad en lui saisissant le bras. « Avec cette tempête et après ce qui s'est passé aujourd'hui. Et puis, il faut qu'on finisse de préparer le dîner. » Matteo baissa les yeux, mais son inquiétude ne diminua pas. Il voyait Canlo effrayé et seul dans la tempête, comme il l'avait ressenti lorsque le tonnerre le réveillait la nuit et que sa mère n'était pas à la maison parce qu'elle devait travailler. Dans la salle principale, la fête continuait, même si les invités regardaient désormais fréquemment vers les fenêtres, où la pluie formait des nappes d'eau. La musique et les conversations tentaient de rivaliser avec le bruit de l'orage, mais avec un succès croissant. Don Ernesto s'est approché du maire, visiblement inquiet. « Peut-être devrions-nous envisager de terminer la soirée plus tôt. Les routes pourraient devenir dangereuses si nous attendons plus longtemps. » Le propriétaire fronça les sourcils, agacé par la suggestion. « La fête ne fait que commencer, monsieur le maire. Le dîner va bientôt être servi, puis nous porterons un toast spécial avec la tequila de réserve. Et comme je l'ai dit, ceux qui ne veulent pas conduire sous la pluie peuvent passer la nuit sur place. » Le maire tenta d'insister, mais le regard dur de Don Ernesto l'en dissuada. Personne ne contredit l'homme le plus puissant de la région, du moins pas 2 fois dans la même nuit. L'atmosphère devint de plus en plus tendue. Les serviteurs entrèrent avec des plateaux d'argent chargés de mets exquis, et l'attention des invités fut momentanément détournée de la tempête vers la nourriture. Don Ernesto prit place à la tête de la longue table, satisfait d'avoir gardé le contrôle de la situation. Pendant que les riches dînaient, les cuisines commençaient enfin à ralentir. La plupart des plats avaient déjà été servis, et il ne restait plus qu'à préparer les desserts et à approvisionner les tables. Soldad profita d'un moment de calme pour s'asseoir à côté de Matteo, qui regardait toujours par la fenêtre, l'air inquiet. « On a presque fini, fiston, dit-il doucement. Dès que possible, on aura la permission de rentrer. »« Mais le ruisseau, maman, » répondit le garçon. « Il a beaucoup plu. » Soldad y avait aussi pensé. Sa petite maison était située près du ruisseau qui traversait l'hacienda. Lors des fortes pluies, le niveau de l'eau montait considérablement, et bien qu'il n'ait jamais atteint sa maison, cette tempête semblait particulièrement intense. « Don Javier ira vérifier, » dit-il en faisant référence au contremaître qui habitait le même quartier. « Il prévient toujours en cas de danger. » Mais ces paroles, censées rassurer Matteo, ne parvinrent pas à apaiser son anxiété. Le rugissement de la tempête semblait s'intensifier de minute en minute, et par la fenêtre de la cuisine, elle pouvait voir des flaques d'eau de plus en plus grosses s'accumuler dans le jardin. Soudain, la porte de la cuisine s'ouvrit violemment, laissant entrer une rafale de vent et de pluie ainsi que la silhouette trempée de Pedro, l'un des plus jeunes ouvriers de l'hacienda. Le ruisseau, Altateil. Il monte très vite.
Les maisons en contrebas sont déjà inondées, et le courant emporte tout ce qu'ils trouvent. Les femmes dans la cuisine s'arrêtèrent de travailler, se regardant avec terreur. La plupart vivaient dans la zone où se trouvaient les quartiers ouvriers, près du ruisseau. « Et ma grand-mère » demanda Soldad en se levant d'un bond. La mère de Soldad vivait avec eux, mais cette nuit-là, elle est restée seule à la maison, trop vieille et malade pour aider à la cuisine pendant la fête. Don Javier aide à faire sortir les personnes âgées et les enfants, répondit Pedro, mais nous devons nous dépêcher, l'eau continue de monter. Soldad regarda vers le salon, où la fête continuait, puis vers son fils, qui la regardait avec des yeux effrayés, et enfin vers ses compagnons, qui semblaient attendre qu'elle prenne une décision. « Il faut prévenir Don Ernesto » dit-il finalement. « On a besoin d'aide pour évacuer tout le monde. »« Il ne nous écoute pas » murmura Doña Carmen, « vous savez comment il devient quand on l'interrompt pendant ses fêtes. »« Eh bien, vous devrez nous écouter » répondit Soldad avec une détermination qui surprit tout le monde, y compris elle-même. « Il s'agit de la vie des gens, de nos familles. » Elle prit Mateo par la main et, suivie de Pedro et de quelques autres femmes, se dirigea vers le salon. Son cœur battait fort, consciente que ce qu'elle allait faire pourrait lui coûter son emploi, mais incapable de rester immobile alors que sa mère et les autres étaient en danger. Dans la salle à manger à baldaquin, le dîner se déroulait au son des couverts et des conversations polies. Don Ernesto venait à peine de se lever pour porter un toast lorsque les portes s'ouvrirent et que le groupe d'ouvriers entra, laissant une traînée d'eau sur le tapis persan. Le silence s'abattit sur la table. Les invités contemplèrent la scène avec stupéfaction, les serviteurs, toujours discrets et invisibles, firent irruption au cœur de la fête. Don Ernesto, son verre toujours levé, fronça les sourcils. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda-t-il d'une voix glaciale. Soldad fit un pas en avant, tenant toujours la main de Mateo. Malgré sa peur, sa voix était claire et ferme. « Pardonnez-moi l'interruption, patron, mais il y a urgence. Le ruisseau déborde et les maisons des ouvriers sont inondées. Nous avons besoin d'aide pour évacuer tout le monde, surtout les personnes âgées et les enfants. » Les invités commencèrent à murmurer entre eux, certains sincèrement inquiets, d'autres agacés par l'interruption. Don Ernesto posa son verre sur la table d'un coup sec. « Et c'est pour ça que tu interromps mon dîner » demanda-t-il avec dédain. « Peter, toi et les autres hommes pouvez vous en occuper. Inutile d'inquiéter mes invités pour un peu d'eau. »« Ce n'est pas juste un petit bout d'eau, monsieur, » insista Soldad. « Le courant est fort et continue de monter. Il y a des gens qui ont besoin d'aide d'urgence. » Elle évita de prononcer le mot « mourir », consciente que cela ne ferait qu'exaspérer davantage le propriétaire. Don Ernesto la fixa du regard, reconnaissant en elle la mère de l'enfant qu'il avait trouvé avec Canlo. Son irritation s'accrut en se rappelant comment cette rencontre avait réveillé des souvenirs qu'il préférait enfouir. « Soldad, c'est ça » dit-il d'une voix dangereusement douce. « Je te rappelle que tu es là pour cuisiner, pas pour me donner des ordres sur la gestion de mon domaine. Retourne à la cuisine et occupe-toi de tes affaires. » Mateo, qui était resté silencieux jusque-là, fit un pas en avant, surprenant tout le monde. « Ma grand-mère est seule à la maison, monsieur, » dit-elle d'une voix tremblante mais déterminée. « Elle est malade et ne peut pas se déplacer correctement. S'il vous plaît, nous avons besoin d'aide. » Les yeux du garçon, grands et suppliants, fixèrent ceux de Don Ernesto. L'espace d'un instant, le propriétaire y vit la même expression qu'il avait tant de fois vue dans les yeux de son propre fils, un mélange de peur et de détermination, de vulnérabilité et de courage. Quelque chose remua en lui, une émotion presque oubliée. Avant qu'il puisse réagir, un fracas assourdissant secoua l'hacienda. Ce n'était pas le tonnerre, mais le bruit d'un énorme objet qui s'écroulait. Les invités se levèrent, alarmés, et l'un des ouvriers qui regardait par la fenêtre cria. Le pont sur le ruisseau s'est effondré. » Don Ernesto resta immobile, assimilant ce qu'il venait d'entendre. Le pont était le seul accès entre la maison principale et les quartiers ouvriers. Sans lui, toute tentative de sauvetage serait bien plus compliquée. Il regarda Soldad et Mateo, qui s'embrassaient avec une expression de terreur, puis ses invités,
qui semblait avoir oublié le dîner et discutait avec excitation de la situation, et enfin, par la fenêtre, dans l'obscurité où la tempête continuait de faire rage. La fête était terminée, et avec elle l'illusion de contrôle que Don Ernesto avait entretenue pendant tant d'années. Maintenant, face aux forces de la nature et aux regards impatients de tous, il devait prendre une décision qui révélerait quel genre d'homme il était vraiment. Le chaos régnait dans la salle, les invités se pressant aux fenêtres pour constater les ravages causés par la tempête. La pluie tombait comme des lances d'argent sur le domaine, transformant les sentiers en rivières de boue et les jardins en lagunes troubles. Le ruisseau, habituellement calme et étroit, s'était transformé en une bête rugissante, dévorant tout sur son passage. Au loin, au milieu des éclairs, on pouvait voir les lumières des lanternes se déplacer frénétiquement près des maisons des ouvriers. Don Ernesto resta immobile au centre de la pièce, scrutant l'ampleur de la situation. Pour la première fois depuis des années, il sentit les rênes lui échapper. Autour de lui, certains invités lui lançaient des regards accusateurs, comme si la fureur de la nature était aussi sa responsabilité. « Il faut faire quelque chose, Don Ernesto », insista le maire en s'approchant, le visage tendu. « Ces gens ont besoin d'aide. » Le propriétaire regarda Soldad et Matteo, toujours enlacés, le regard rivé sur lui avec un mélange de peur et d'espoir. La femme tenait son fils comme si elle craignait que le courant ne l'emporte à tout moment, même s'ils étaient sous le toit sûr de la maison. Quelque chose se brisa en Don Ernesto, une fissure dans la carapace d'indifférence qu'il avait construite au fil des décennies. Peut-être était-ce le regard du garçon, si semblable à celui de Ricardo à son âge, ou peut-être le désespoir silencieux de Soldad, qui lui rappelait tant de mères qui avaient travaillé dans son hacienda au fil des ans, des femmes dont il avait commodément ignoré les luttes et les sacrifices. Gomez appela son majordome d'une voix ferme. « Rassemblez tous les hommes disponibles. Il faut faire sortir les gens des maisons près du ruisseau. Préparez des camions, des tracteurs, tout véhicule pouvant s'approcher en toute sécurité. » Le majordome hocha la tête et partit rapidement exécuter les ordres. Les invités observèrent avec surprise le changement soudain d'attitude du propriétaire. « Ceux qui veulent aider sont les bienvenus, » poursuivit Don Ernesto en s'adressant aux hommes présents. « Les autres peuvent rester ici. La maison est en hauteur, il n'y a aucun danger. » Plusieurs invités, surtout les plus jeunes, se sont immédiatement portés volontaires. D'autres, comme le maire, ont acquiescé d'un signe de tête, mais ont prudemment évité toute activité susceptible de les mouiller ou de se salir. Soldad fit un pas en avant, son visage transformé par un nouvel espoir. « Merci, patron. Ma mère est seule à la maison, elle ne peut pas marcher correctement, et... » « On la retrouvera, » interrompit Don Ernesto, avec une certitude qu'il ne ressentait pas vraiment. Puis il regarda Matteo. « Tu resteras ici, mon garçon. C'est trop dangereux dehors. » Mais Matteo secoua la tête avec une détermination surprenante pour quelqu'un de son âge. « Ma grand-mère me reconnaîtra-t-elle ? Parfois, elle est confuse et a peur des étrangers. S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi partir. » Don Ernesto s'apprêtait à refuser à nouveau lorsqu'un souvenir lui revint. Ricardo, à 10 ans, avait insisté pour aider lors d'une autre urgence, une sécheresse qui avait mis en danger les animaux de l'hacienda. Lui aussi avait fait preuve de la même détermination, du même désir d'être utile malgré le danger. Et Don Ernesto, alors plus jeune et moins amer, avait permis à son fils de l'aider, fier de son courage. « D'accord, » concéda-t-il finalement, surprenant tout le monde, y compris lui-même, « mais tu resteras à mes côtés à tout moment, est-ce bien compris ?» Matteo hocha la tête solennellement, et Soldad, bien que visiblement inquiète, n'osa pas contredire le patron maintenant qu'il avait finalement décidé d'aider. En quelques minutes, une équipe de secours fut organisée dans la cour principale. Des hommes en imperméable et bottes de caoutchouc portaient des lanternes, des cordes et autres matériels improvisés. Don Ernesto, qui participait rarement aux travaux physiques de l'hacienda, avait troqué sa tenue de soirée pour des vêtements plus appropriés et donnait désormais des instructions avec son autorité habituelle, mais dans un but totalement différent. « Le pont est détruit », rapporta Pedro, revenant trempé d'une reconnaissance préliminaire. « On ne peut pas traverser par là. Il faudra contourner la route principale,
près des corrals. Don Ernesto hocha la tête, traitant rapidement l'information. Dans les camions autant que possible, puis nous continuerons à pied si nécessaire. Pendant que les hommes s'organisaient, Matteo observait nerveusement la tempête. Ses pensées allaient sans cesse de sa grand-mère à Canlo. Si l'eau avait atteint les maisons, qu'était-il arrivé aux enclos? Le cheval serait-il en sécurité? Monsieur, osa-t-il demander en tirant doucement sur la manche de Don Ernesto. Et Canlo? Son corral est aussi près du ruisseau. L'homme ascensionné marqua une pause, comme s'il venait de se souvenir de quelque chose d'important. Canlo, le dernier lien vivant avec son fils. Comment a-t-il pu oublier? Les animaux, murmura-t-il plus pour lui-même que pour le garçon. Puis, haussant la voix, il s'adressa à l'un des ouvriers, Martinez, prenez 2 hommes et allez inspecter les corrals. Sortez les chevaux et emmenez-les à la grande écurie sur la colline. L'homme hocha la tête et s'éloigna rapidement avec 2 assistants. Matteo les regarda partir, un pincement au cœur. Il aurait voulu les accompagner pour s'assurer personnellement de la sécurité de Canlo, mais il savait que sa grand-mère avait encore plus besoin de lui à ce moment précis. Enfin, l'équipe de secours était prête. Don Ernesto s'approcha d'un des gros SUV, faisant signe à Soldad et Matteo de monter avec lui. Alors que le véhicule s'éloignait, suivi de 2 autres, le promu remarqua que ses mains tremblaient légèrement en serrant le volant. Ce n'était pas la peur de la tempête ou du danger physique, c'était une émotion plus profonde, un mélange d'anxiété et de honte, alors qu'il réalisait combien longtemps il avait ignoré les conditions de vie de ses ouvriers. Le camion avançait péniblement sur la route boueuse, ses phares perçant faiblement le rideau de pluie. Ils durent emprunter un chemin plus long, la route directe étant bloquée par le ruisseau en crue. De leur position surélevée, ils pouvaient apercevoir les maisons des ouvriers, partiellement submergées, l'eau atteignant presque les fenêtres de certaines d'entre elles. Voilà, fit remarquer Soldad d'une voix tendue. C'est la nôtre, celle avec le toit en tôle rouge. Don Ernesto plissa les yeux, essayant de la distinguer à travers la pluie. La maison était petite, beaucoup plus petite qu'il ne l'avait imaginé, l'eau clapotait déjà contre les murs, même si, heureusement, elle ne semblait pas avoir complètement pénétré. Il gara le camion sur la partie la plus élevée du terrain, là où l'eau couvrait à peine les roues. « Reste ici », ordonna-t-il à Soldad. « J'accompagne le garçon. » Mais la femme commença à protester. « Il n'y a pas de place pour 3 personnes qui circulent là-dedans, » expliqua fermement Don Ernesto. « Et j'ai besoin de quelqu'un pour surveiller le véhicule, au cas où nous devrions partir rapidement. » Soldad hocha la tête à contre-cœur, comprenant la logique de ses paroles, même si l'angoisse de ne pas retrouver sa mère en personne la serrait. Don Ernesto prit une lampe de poche et, accompagné de Matteo, descendit du camion. L'eau froide leur arriva immédiatement aux genoux, et le sauveteur dut retenir le garçon pour éviter qu'il ne soit emporté par le courant. « Accroche-toi bien à moi, dit-il, et Matteo obéit, s'accrochant à son bras des 2 mains. Ils avançaient lentement vers la maison, luttant contre le courant qui devenait plus fort à chaque pas. Don Ernesto éclairait le chemin avec sa lampe torche, conscient que tout objet transporté par l'eau pouvait les atteindre. Il n'avait jamais été aussi près des logements de ses ouvriers, et maintenant, en approchant de la petite structure à peine debout, il ressentait un mélange de culpabilité et d'étonnement. Comment avait-il pu laisser les familles qui travaillaient pour lui, qui rendaient sa fortune possible, vivre dans des conditions aussi précaires? Ils atteignirent enfin la porte, gonflée d'humidité et difficile à ouvrir. L'intérieur de la maison était sombre, éclairé seulement par la faible lueur d'une bougie presque éteinte. L'eau avait commencé à s'infiltrer sous la porte, formant une flaque qui grossissait lentement sur le sol en terre battue. « Grand-mère » appela Matteo, sa voix enfantine résonnant dans l'espace exigu. « C'est moi, Matteo, on est venu t'aider. » Un léger gémissement lui répondit dans un coin. Don Ernesto braqua la lampe torche dans cette direction, révélant un lit étroit où une femme âgée était blottie sous plusieurs couvertures, ses yeux effrayés brillant dans l'obscurité. Matteo demanda d'une voix tremblante, « C'est toi, mon garçon ?» « Oui, grand-mère, » répondit le petit garçon en se précipitant vers le lit. « Ce monsieur, c'est Don Ernesto,
le patron, il est venu nous aider. La vieille femme regarda avec suspicion l'homme dont elle avait tant entendu parler, comme si elle n'arrivait pas à croire que cet homme se trouvait réellement dans sa modeste maison. Donia. Don Ernesto réalisa qu'il ne connaissait pas son nom. Guadalupe, compléta Matteo, elle s'appelle Guadalupe Ramirez. Donia Guadalupe, poursuivit l'homme ascensionné en s'approchant du lit, il faut vous sortir d'ici, le niveau du ruisseau monte encore, et il est dangereux de rester. La vieille femme regarda autour d'elle, confuse et effrayée. Mes affaires, mes souvenirs, murmura-t-elle en désignant une petite boîte en bois près du lit. Don Ernesto la prit sans hésiter. Nous l'emmènerons avec nous, lui assura-t-il. Maintenant, il faut partir. Avec précaution mais fermeté, l'ascendant aida la vieille femme à se relever. Elle était légère comme une plume, remarqua-t-il avec surprise, si fragile qu'il craignait de la blesser rien qu'en la touchant. Donia Guadalupe tremblait, soit de froid, soit de peur, soit d'une maladie que Don Ernesto ne pouvait deviner. « Je peux la porter, dit-il en passant un bras sous ses genoux et l'autre derrière son dos. La vieille femme lui serra le cou de ses doigts osseux mais étonnamment fort. « Matteo, ordonna-t-elle au garçon, porte la boîte et passe devant moi. Pointe la lampe torche vers le sol pour que je puisse voir où je mets les pieds. » Le petit garçon hocha la tête et prit la boîte en bois et la lampe torche avec détermination. La scène était presque surréaliste, le puissant ascendant portant une vieille femme malade, guidée par un enfant à travers une maison inondée. Rien dans la vie de Don Ernesto ne l'avait préparé à ce moment, et pourtant, tandis qu'ils avançaient lentement vers la porte, il ressentit une étrange clarté d'esprit, comme si c'était exactement l'endroit où il devait être. Sortir était plus difficile que rentrer. Le courant avait augmenté, et l'eau leur arrivait presque à la taille. Don Ernesto dut déployer un effort considérable pour garder l'équilibre tout en portant Donia Guadalupe, qui s'accrochait à lui, les yeux fermés, murmurant des prières. « Attention !» cria soudain Matteo en braquant sa lampe torche sur une bûche que le courant emportait droit sur eux. Don Ernesto tenta de l'esquiver, mais sous le poids de la vieille femme et la force de l'eau, ses mouvements étaient lents et maladroits. La bûche heurta violemment sa jambe, le faisant vaciller dangereusement. L'espace d'un instant, il crut qu'ils allaient tomber, mais il réussit à retrouver son équilibre in extremis. « Ça va » hurla Soldad depuis le camion, sa voix à peine audible par-dessus le rugissement de la pluie et du courant. « On va bien » répondit Don Ernesto, malgré une vive douleur à la jambe, là où la bûche l'avait heurté. « Continue d'avancer, mon garçon » ordonna-t-il à Matteo, qui les guida courageusement malgré la peur qui se lisait sur son visage. Pas à pas, luttant contre le courant et les débris qu'ils charriaient, ils parvinrent à s'approcher du camion. Soldad descendit rapidement pour les aider sur les derniers mètres, prenant son fils dans ses bras, tandis que Don Ernesto montait péniblement dans le véhicule avec Donia Guadalupe. Une fois à l'intérieur, la vieille dame bien calée sur la banquette arrière et enveloppée dans les couvertures qu'ils avaient apportées, Don Ernesto démarra le moteur. Le camion rugit, ses roues patinant momentanément dans la boue avant de retrouver de l'adhérence. « Merci » dit Soldad, la voix brisée par l'émotion, tandis qu'elle serrait sa mère dans ses bras. « Merci de nous avoir aidés. » Don Ernesto hocha brièvement la tête, mal à l'aise face à cette gratitude. Il n'était pas habitué à recevoir des remerciements sincères, seulement des flatteries intéressées de la part de ceux qui recherchaient ses faveurs. La gratitude de Soldad était différente, pure, née d'un soulagement sincère et de la reconnaissance du risque qu'elle avait pris. « Nous devons retourner à l'hacienda, » dit-il pour détourner l'attention. Elle y sera en sécurité et pourra recevoir des soins médicaux. Alors que le camion avançait lentement sur la route inondée, Don Ernesto remarqua que Matteo regardait constamment par la fenêtre en direction des corrals. « Tu t'inquiètes toujours pour le cheval ?» demanda-t-il, se surprenant à prêter attention aux inquiétudes d'un enfant en pleine situation d'urgence. Matteo hocha la tête sans quitter des yeux la vitre embuée. « Canlo est spécial, monsieur, pas comme les autres chevaux. On dirait qu'il comprend ce que vous ressentez. » Don Ernesto se tut, se souvenant que son propre fils lui avait dit pratiquement les mêmes mots des années auparavant. Ricardo avait insisté sur le fait que Canlo n'était pas un simple animal, mais un être doté d'une sensibilité particulière, presque humaine.
Il avait raillé ses idées, les attribuant à l'imagination d'un enfant. Maintenant, en écoutant Matteo, il se demandait s'il y avait une part de vérité. Martinez s'occupera des animaux, dit-il finalement, plus pour rassurer le garçon que parce qu'il y croyait vraiment. Avec l'intensification de la tempête et le chaos général, il n'était pas sûr que quiconque ait réussi à atteindre les enclos. Soudain, un mouvement attira leur attention à travers le pare-brise fouetté par la pluie. Une imposante silhouette avançait dans l'obscurité, traversant la route devant eux. Don Ernesto freina brusquement, provoquant un sursaut général. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Soldad, alarmé. Avant que Don Ernesto puisse répondre, Matteo s'écria, avec un mélange de joie et d'inquiétude, « C'est Canlo. » Il s'est échappé. Effectivement, l'alezan se trouvait au milieu de la route, trempé et la robe collée à son corps, mais visiblement indemne. Ses yeux reflétaient les phares, lui donnant une apparence presque fantomatique dans la nuit orageuse. « Que fait-il ici ?» murmura Don Ernesto, perplexe. Le corral était dans la direction opposée, et avec le ruisseau en crue, l'animal aurait dû fuir vers les hauteurs, et non vers les zones inondées. « Il me cherche », dit Matteo avec une conviction absolue, « il sait que nous sommes en danger. » Don Ernesto allait écarter cette idée, la considérant comme un rêve enfantin, lorsque le cheval fit quelque chose d'extraordinaire, au lieu de fuir le camion, il s'approcha délibérément en hennissant bruyamment, comme pour lui communiquer quelque chose. « S'il vous plaît, monsieur, » supplia Matteo, « laissez-moi lui parler. Peut-être veut-il nous montrer quelque chose. » En d'autres circonstances, Don Ernesto aurait rejeté la demande d'emblée, mais quelque chose dans la détermination du garçon, combiné au comportement inhabituel du cheval, le fit hésiter. Et si Matteo avait raison? Et si Canlo essayait vraiment de communiquer quelque chose d'important? C'est trop dangereux, intervint Soldad en serrant le bras de son fils. Le courant est très fort. Je descends avec lui, décida Don Ernesto, surpris lui-même. On ne laissera pas le camion assez loin. Avant que Soldad puisse protester, Don Ernesto avait coupé le moteur et ouvert la portière. Le rugissement de la tempête les enveloppa instantanément. L'ascendeur prit Matteo par la main et ils descendirent ensemble dans l'eau, moins profonde ici, mais tout aussi dangereuse à cause du courant. Canlo s'approcha d'eux, avançant avec une assurance surprenante malgré les conditions. À quelques mètres, il s'arrêta et hennit de nouveau en secouant la tête. « Salut, Canlo » dit Matteo en tendant la main vers l'animal. « Qu'est-ce qui ne va pas? Que fais-tu ici ?» Le cheval renifla, s'approchant suffisamment pour que le garçon lui touche le museau. Puis, à la stupéfaction de Don Ernesto, l'animal se retourna et avança de quelques mètres avant de s'arrêter et de regarder en arrière, comme s'il s'attendait à être suivi. « Il veut qu'on l'accompagne, » dit Matteo. Don Ernesto regarda tour à tour le garçon, le cheval, puis le camion, où Soldad les observait d'un air affligé. Toute sa vie, il avait été guidé par la logique et le pragmatisme, rejetant tout ce qui ne s'expliquait pas rationnellement. Pourtant, à cet instant, sous la pluie battante et l'eau qui montait autour d'eux, il envisagea sérieusement de suivre un cheval, car un garçon croyait que l'animal essayait de leur montrer quelque chose. « Si nous nous éloignons trop, nous reviendrons immédiatement, » dit-il à Matteo, prenant une décision contraire à tout ce qu'il pensait savoir du monde. « Et ne lâche ma main sous aucun prétexte. » Le garçon hocha la tête solennellement, et ensemble, ils commencèrent à suivre le cheval, qui avançait prudemment, choisissant des zones où le courant était moins fort. Don Ernesto remarqua avec une stupéfaction croissante que l'animal semblait choisir délibérément le chemin le plus sûr pour eux. Canlo les guida parallèlement à la route principale, restant sur un terrain légèrement surélevé où l'eau n'arrivait qu'aux chevilles. Après une centaine de mètres, le cheval s'arrêta et se mit à hennir avec insistance, le regard fixé sur un groupe d'arbres partiellement submergés. Au début, Don Ernesto ne vit rien à travers l'obscurité et le rideau de pluie, mais un faible cri humain leur parvint, à peine audible par-dessus le rugissement de la tempête. « Y a-t-il quelqu'un » s'exclama-t-il, tendu. Il braqua sa lampe torche sur les arbres. Et effectivement, il aperçut une silhouette accrochée aux branches d'un mesquite. C'était un homme,
et sa position précaire semblait sur le point de lui échapper à tout moment. « Attendez » cria don Ernesto, « nous allons vous aider. » Mais atteindre l'homme ne serait pas facile. Entre eux et l'arbre, le courant formait un petit rapide où l'eau s'élançait, charriant branches et débris. Il était trop dangereux de tenter la traversée à pied, surtout avec un enfant. « Reste ici » ordonna-t-il à Matteo, le guidant vers un endroit où l'eau était moins profonde. « Ne bouge pas d'ici, compris ?» Le garçon hocha la tête, même si ses yeux reflétaient de l'inquiétude. « Soyez prudent, monsieur. » Don Ernesto évalua rapidement la situation. Il avait besoin d'une corde ou d'un objet similaire pour aider l'homme à traverser le ruisseau. Il regarda autour de lui, cherchant désespérément quelque chose d'utile, lorsqu'il aperçut Cannelot s'approcher à nouveau. Le cheval s'arrêta à côté de lui, comme s'il s'offrait. Une idée traversa l'esprit du propriétaire, aussi absurde que désespéré, le cheval pourrait-il les aider à traverser? Cannelot était fort, habitué à l'eau du ruisseau dans laquelle il buvait et semblait étrangement conscient de la situation. « Tu penses qu'il peut nous aider ?» demanda-t-elle à Matteo, croyant à peine qu'elle consultait un enfant sur quelque chose d'aussi crucial. Matteo hocha la tête sans hésitation. Cannelot est courageux et fort, il peut le faire. Prenant une décision plus née du désespoir que de la conviction, don Ernesto s'approcha du cheval et, après avoir brièvement caressé son encolure trempée, saisit sa crinière et monta. C'était la première fois depuis des décennies qu'il montait à cru, sans selle ni étrier, et son corps protesta contre l'effort, mais il n'avait pas le temps d'hésiter. « Je vais chercher de l'aide » cria-t-il à l'homme dans l'arbre. « Tiens bon encore un peu. » Guidant Cannelot avec la pression de ses jambes et de doux mots d'encouragement, don Ernesto se dirigea vers le camion. Le cheval avançait avec une confiance surprenante, choisissant soigneusement où poser le pied malgré le courant et l'obscurité. En quelques minutes qui semblaient des heures à don Ernesto, ils arrivèrent au véhicule. Soledad baissa la vitre, son visage un masque d'étonnement et d'inquiétude alors qu'elle vit le patron monter Cannelot accru. « Il y a un homme coincé dans un arbre » expliqua rapidement don Ernesto. « J'ai besoin d'une corde et d'aide. » Y en a-t-il dans le camion? Heureusement, le véhicule était équipé pour les urgences. Soledad a trouvé une corde enroulée sous le siège arrière, ainsi qu'une lampe de poche supplémentaire. « Je viens avec toi » déclara la femme, se préparant à sortir. « Non » répondit fermement don Ernesto. « Reste avec ta mère, elle a besoin de toi maintenant. » Avant que Soledad ne puisse protester, le propriétaire avait pris la corde et la lanterne et ramené Cannelot là où il avait laissé Matteo. Le garçon resta au même endroit, tremblant de froid, mais avec son visage illuminé par un étrange mélange de peur et de fierté lorsqu'il vit don Ernesto revenir monter sur Cannelot. « Nous allons aider cet homme » annonça le propriétaire en déroulant la corde, « mais j'ai besoin que vous soyez très courageux et que vous suiviez mes instructions à la lettre. » Avec précaution, il expliqua son plan à Matteo. Le garçon hocha la tête, comprenant son rôle dans le sauvetage. Don Ernesto attacha une extrémité de la corde à sa taille et donna l'autre à Matteo. « Quand je te donne le signal, tu tires de toutes tes forces, compris? Et si tu vois que le courant devient trop fort, lâche la corde et cours vers le camion. »« Je ne vais pas le laisser partir, monsieur » répondit Matteo avec une détermination qui surprit le propriétaire. « Je promets que je ne te lâcherai pas. » Don Ernesto fixa le garçon, reconnaissant dans ses yeux une résolution qu'il avait déjà vue dans les yeux de son propre fils. Il hocha brièvement la tête et, sans un mot de plus, il monta à nouveau sur Cannelot. L'homme et le cheval avancèrent vers l'arbre, où l'homme s'accrochait toujours, devenant de plus en plus faible. Le courant était fort, mais Cannelot a tenu bon, utilisant son poids et sa force pour résister à la force de l'eau. Quand ils furent suffisamment proches, don Ernesto appela l'homme. « Je vais te lancer une corde. Tiens-la bien et on te sortira de là. » D'un mouvement précis, il lança l'extrémité libre de la corde vers l'arbre. L'homme, malgré sa faiblesse, réussit à l'attraper et à l'attacher autour de sa taille. « Maintenant » cria don Ernesto. « Lâche-moi, on va te remonter. » L'homme hésita un instant, regardant avec terreur le courant déchaîné entre lui et ses sauveteurs. Puis,
Dans un acte de foi né du désespoir, il lâcha l'arbre. Le courant l'a immédiatement emporté, mais la corde s'est resserrée, stoppant sa progression. Don Ernesto sentit la traction brutale sur sa taille et perdit presque l'équilibre sur Cannelot. Le cheval, cependant, resta ferme, résistant à la force combinée du courant et au poids de l'homme. « Tire, Matteo !» cria Don Ernesto, luttant pour maintenir sa position. Depuis le rivage, le garçon tirait la corde de toutes ses forces, son petit corps penché en arrière, ses pieds fermement plantés sur le sol boueux. Don Ernesto a manéuvré Cannelot progressivement plus près du rivage, entraînant avec lui l'homme qui luttait pour garder la tête hors de l'eau. Après ce qui leur sembla une éternité, ils réussirent à s'approcher suffisamment du petit bassin. Don Ernesto descendit rapidement de cheval et, avec Matteo, tira l'homme complètement hors de l'eau. L'homme secouru s'est effondré sur le sol, toussant et tremblant. À la lumière de la lanterne, Don Ernesto reconnut l'un de ses propres ouvriers, Javier Lopez, un homme âgé qui avait passé toute sa vie dans l'hacienda. « Don Javier !» s'exclama Matteo en s'agenouillant à côté de l'homme, « vous allez bien ?» L'homme hocha faiblement la tête, toujours incapable de parler. Don Ernesto ôta sa veste et en recouvrit l'ouvrier trempé. « Nous devons l'amener au camion, » dit-il en aidant l'homme à se relever. Entre deux, suivis fidèlement par Cannelot, ils guidèrent Don Javier vers le véhicule. Soldad les accueillit avec des exclamations d'étonnement et de soulagement, les aidant à soulever l'homme sur le siège arrière à côté de Doña Guadalupe. « Que faisiez-vous là-bas pendant cette tempête ?» demanda Don Ernesto une fois tout le monde en sécurité dans le camion. Don Javier, retrouvant peu à peu la parole, expliqua d'une voix brisée. « J'aidais à évacuer les maisons les plus proches du ruisseau quand le courant a emporté un chien. J'ai essayé de le sauver, mais le courant m'a aussi emporté. J'ai réussi à m'accrocher à l'arbre, mais le chien... » Sa voix se brisa, incapable de terminer sa phrase. Un lourd silence emplit la camionnette. Tout le monde a compris ce qui s'était passé. Le vieux contremaître avait risqué sa vie en essayant de sauver un simple chien, tandis que Don Ernesto, le puissant propriétaire terrien, avait hésité à interrompre sa fête pour aider des personnes en danger. La honte frappa Don Ernesto avec la force d'un poing physique. Pendant des années, voire des décennies, il avait traité des hommes comme Don Javier comme de simples outils utiles, uniquement dans la mesure où ils servaient ses objectifs. Et pourtant, cet homme était là, prêt à risquer sa vie pour un animal sans valeur économique, motivé uniquement par la compassion. « Dieu merci, tout le monde va bien », murmura Soldad, brisant le silence. « Et merci à Cannelot aussi », a-t-il ajouté en regardant par la fenêtre où le cheval se tenait sous la pluie, comme s'il montait la garde à côté du camion. « On ne peut pas le laisser ici », dit Matteo en suivant le regard de sa mère. « Il nous a sauvés, sans lui nous n'aurions pas trouvé Don Javier. » Don Ernesto regarda le cheval, puis Matteo, et enfin Don Javier et Doña Guadalupe, tous deux trempés, épuisés, mais vivant grâce à une chaîne d'événements qui avait commencé avec l'insistance d'un enfant à prendre soin d'un animal. « Tu as raison », concéda-t-il finalement, « nous ne le laisserons pas faire. » Il ouvrit la porte et sortit dans la tempête. S'approchant de Cannelot, il posa son front contre celui de l'animal dans un geste de gratitude et de respect qu'il n'avait jamais montré auparavant. Puis, prenant le cheval par la crinière, il le guida jusqu'à l'arrière du camion. « Tu devras marcher à nos côtés, » dit-il, sentant que l'animal comprenait en quelque sorte. « Nous vous emmènerons dans un endroit sûr. » Il a attaché une corde autour du cou de Cannelot et a fixé l'autre extrémité au camion. Puis il reprit le volant et commença lentement à retourner vers le ranch, le cheval le suivant fidèlement malgré la tempête. Alors qu'il roulait sur la route inondée, Don Ernesto jetait de temps en temps un coup d'œil dans le rétroviseur pour s'assurer que Cannelot était toujours là. Et à chaque regard, il sentait quelque chose changer en lui, comme si des couches de glace accumulées au fil des années commençaient à fondre, révélant l'homme qu'il avait été avant que l'amertume et l'obsession du pouvoir ne le transforment. Il se souvenait du visage de son fils la dernière fois qu'il l'avait vu, de la déception et de la douleur dans ses yeux alors qu'il criait des vérités qu'il n'avait pas voulu entendre. Est-ce que ça aurait été différent si j'avais fait attention? Si seulement il avait pu voir ce que Ricardo voyait, que les ouvriers de l'hacienda n'étaient pas de simples pions dans son jeu de pouvoir,
mais des personnes dignes, avec des vies complexes et précieuses. Le camion roulait lentement vers le ranch, transportant un groupe improbable, une vieille femme malade, un contremaître épuisé, un cuisinier inquiet, un garçon courageux, un éleveur en pleine crise de conscience et un cheval qui avait réussi d'une manière ou d'une autre à les unir tous lors d'une nuit qu'aucun d'entre eux n'oublierait jamais. Dans les mois qui suivirent, le domaine subit des changements que personne n'aurait cru possibles. Les nouvelles maisons pour les ouvriers ont été construites avec dignité. Ricardo et Don Ernesto ont travaillé côte à côte, guérissant progressivement les blessures du passé. Matteo a développé son don naturel avec les animaux, tandis que Don Ernesto a redécouvert la joie de se connecter avec Canlo, guidé par son fils et le garçon qui avait cru en lui quand personne d'autre ne l'avait fait. Et Canlo, le cheval alezan qui avait été le témoin silencieux de tant de douleur et de tant de joie, bénéficiait désormais de l'attention de 3 cavaliers qui l'aimaient et le respectaient, mais qui semblaient toujours particulièrement heureux quand ils chevauchaient tous les 3 ensemble, comme si leur mission était enfin accomplie, unir ce qui était autrefois brisé, rappelant à tous que même après la tempête la plus sombre, il y a toujours une nouvelle aube.